Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Politique et Économie. Notre invité cette semaine, Ludovic Malo. Bonjour monsieur. Bonjour, merci pour votre invitation. Ludovic Malo, vous êtes franco-suisse, vous êtes passé par une formation de type école de commerce, management international, vous avez travaillé aux États-Unis entre 2000 et 2004 et vous êtes aujourd'hui consultant. Vous avez publié cet ouvrage dont on avait déjà parlé ensemble lors d'un précédent numéro de Politique et Économie, Le suicide monétaire, la seule monnaie véritable et honnête est l'or physique, s'émanciper de l'euro pour conjurer la tyrannie. C'est toujours à retrouver sur la boutique de TV Liberté. Avant de commencer cet entretien, n'hésitez surtout pas à cliquer en bas de cet écran sur le pouce en l'air, à nous laisser un maximum de commentaires et à partager cet entretien s'il vous a plu. Commençons avec vous, Ludovic Malo. Vous venez alors sur notre plateau Politique et Économie pour témoigner d'un phénomène, une espèce de la dernière pièce d'un puzzle que vous étudiez depuis des années maintenant. Cette pièce du puzzle, vous l'avez trouvée dans l'ouvrage de l'Américain David Rogers Webb, publié en juin 2023 et qui s'appelle The Great Taking, la grande prise. L'auteur évoque une opération monétaire intelligente, planifiée de longue date, permettant à une concentration sans précédent de la richesse et du pouvoir sur l'humanité par le biais de la privation. Nous étudierons cet aspect dans la deuxième partie de cette émission, mais est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer la découverte, en quoi consiste la découverte de ce monsieur Webb ? Alors, effectivement, j'ai découvert ce document il y a environ 3-4 mois. Il a été publié au mois de mai 2023 et il a été réalisé par un initié de la finance, donc David Rogers Webb, qui est quelqu'un d'extrêmement brillant, qui est expert en technique financière. Et puis là, il a monté des fonds spéculatifs et il a géré jusqu'à un demi-milliard de fonds spéculatifs aux États-Unis. C'est quelqu'un qui vient de la base de la population américaine, issu d'un milieu modeste. Exact. Quelqu'un qui a une origine modeste et qui a fait son chemin dans la finance. Il a travaillé à différents endroits, notamment à New York, et puis il a pu monter tous les échelons. Et c'est quelqu'un qui a été repéré très rapidement par des sociétés américaines comme quelqu'un ayant beaucoup de talent et dans les techniques et l'ingénierie financière. Il a approché M. Soros, notamment. Oui, il a approché notamment M. Soros, effectivement. Et donc, il a découvert quel est le sous-jacent juridique derrière la grande confiscation, le grand hold-up planétaire qui s'annonce. Une espèce de plan juridique. C'est une manipulation, une subversion du droit. On verra ça dans la deuxième partie de cette émission avec vous, Ludovic Malo. Alors vous teniez à ce qu'on commence cet entretien en évoquant le métal argent. Quel intérêt présente-t-il aujourd'hui ? On en avait déjà un peu parlé avec Pierre Jovanovic. Vous avez certainement une autre vision. Son intérêt par rapport à l'or notamment. Alors, il y a plusieurs choses à dire concernant l'argent métal. Avant, l'argent métal était utilisé de manière très commune dans la population pour faire ses achats. Nos ancêtres avaient l'habitude d'utiliser l'argent métal et donc c'est quelque chose qui était très pratique pour pouvoir faire toutes sortes de transactions et toutes sortes de paiements et d'achats. Il se trouve que l'argent métal comme l'or ont été démonétisés au fil du temps, au fil des années. Il y a différentes raisons. Pour revenir spécifiquement sur l'argent métal, il y a pas mal de choses qui s'est passé récemment, notamment la Chine au mois de juin 2023 a mis le holà sur les ETF sur l'argent métal. C'est-à-dire que en fait, il n'y a plus de stock réel d'argent métal et donc elle a exigé la fin des ETF sur le silver. Donc ça va changer beaucoup de choses. Au COMEX, il n'y a pas les stocks. Et puis il y a de grosses manipulations qui sont détectées
Je vous donne un exemple. Au niveau géologique, le rapport entre l'or et l'argent est de 1 à 15. C'est-à-dire qu'il y a 15 fois plus d'argent que d'or. Exact. Alors que le prix entre l'or et l'argent est de 1 à 85. Donc il y a un vrai problème. Et ce problème, c'est la manipulation de son cours. Donc il y a différentes manipulations qui sont opérées notamment à travers les ETF. Il y a aussi un usage militaire qui est fait de l'argent métal. Juste pour information, oui, on a vu que les budgets militaires avaient augmenté partout dans le monde. Exact. En 2023. Et puis la consommation d'argent métal n'est pas indiquée dans les statistiques officielles, donc on ne sait pas exactement quelle est cette consommation, on sait qu'elle est secrète. Et puis, juste pour vous donner une idée, il y aurait environ 500 onces d'argent dans un missile Tomahawk, dans la tête d'un missile Tomahawk. Donc ça change. C'est un missile américain Tomahawk. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous synthétiser un petit peu tout ce que vous venez de dire? C'est quoi? C'est l'argent qui se raréfie? C'est quoi? Alors, l'argent, il est en quantité plus importante que l'or. Ceci dit, il y a une explosion dans l'industrie. Avant, il est utilisé à hauteur de 35%. D'accord. Et maintenant, l'industrie absorbe environ 65% de la production. Donc c'est ce qui explique la hausse du prix de l'argent ces derniers temps. Elle est dans quelle proportion, cette hausse? Alors, aujourd'hui, l'argent métal, depuis le mois d'octobre, a pris 40%. Donc on est quasiment à $30 l'once, 30% sur l'or. Donc l'argent métal est très utilisé dans les voitures électriques, les batteries, les panneaux photovoltaïques. Donc voilà, il y a un gros enjeu. Il y a un autre point aussi qui est important, c'est que BlackRock a pris discrètement au mois de juin l'année dernière 20% de participation dans Sprott. Qui est Sprott? C'est le plus grand acheteur d'argent métal au monde. Donc c'est un indice très clair qu'il se passe beaucoup de choses sur l'argent métal. Alors vous dénoncez, Ludovic Malo, dans vos récents travaux, une démonétisation organisée et planifiée de ces métaux précieux, or, argent, dès les années 70. Qui sont les instigateurs de cette démonétisation? Quels sont leurs objectifs? Alors, l'objectif de la démonétisation des métaux précieux, c'est d'imposer une fausse monnaie. Alors, la démonétisation, qu'est-ce que c'est déjà? Alors, la démonétisation, c'est de dire, ah ben non, la vraie monnaie, c'est pas l'argent, c'est pas l'or, eh ben, c'est les billets de banque. D'accord. Qu'est-ce qu'un billet? En fait, c'est du papier, ça vaut rien. Donc, il y a eu un complot, clairement, une organisation planifiée qui a visé à démonétiser l'argent métal et l'or. C'est ce qui s'est passé notamment au début des années 70 avec le président Nixon qui a désadossé le dollar à l'or. Exact. Alors c'est une des mesures qui ont été prises parce qu'ils n'arrivaient plus à financer leur guerre incessante. Et ils ont été obligés de développer l'impression de fausses monnaies pour pouvoir financer leur conflit aux quatre coins de la planète. Et ce qui a permis... les stocks d'or ne suffisaient pas à... Oui, parce que je vous donne un exemple. Si on avait eu la guerre en Irak, on avait eu un système monétaire adossé aux métaux précieux, la guerre en Irak n'aurait pas duré plus de 3 mois. Voilà, donc en fait, avoir une monnaie honnête, solide, basée sur des métaux précieux, empêche d'avoir des guerres qui sont incessantes et qui peuvent durer des mois, des années. C'était le cas de la Première Guerre mondiale qui aurait dû ne durer que 2 ans. La Fed ayant été créée en 1913, cette guerre a pu durer 2 années de plus. Exactement, à travers la dette. Alors, les instigateurs de cette démonétisation, est-ce que vous pouvez revenir dessus? Alors, c'est la haute finance, c'est les familles financières les plus puissantes de la planète. On les connaît, Warburg, Rockefeller, Schiff, on en a parlé la dernière fois dans notre entretien. Donc c'est une cabale financière, c'est une mafia financière très très puissante
qui a donc fait en sorte que les métaux précieux soient démonétisés et pour pouvoir imposer un système de fausse monnaie à travers le réseau de banques centrales et coordonné avec le Fonds monétaire international et puis la Banque des règlements internationaux à Bâle, en Suisse. Le dollar a perdu 99% de sa valeur depuis la création de la Fed, c'était en 1913, on l'a dit. Depuis, la valeur de cette monnaie a été remplacée donc par de la dette, vous venez de l'expliquer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est opéré ce tour de passe-passe ? Alors, comme je disais tout à l'heure, les Américains ont fait en sorte que le dollar soit plus adossé à l'or parce que ça pouvait plus fonctionner. Leur impérialisme ne pouvait plus être financé grossièrement. Et ça leur a permis de mettre la main sur tout, en termes géopolitiques, sur tous les pays du monde, à créer des conflits à droite à gauche. Et c'est toujours la même stratégie, c'est une stratégie de destruction, d'accaparement des ressources, que ce soit Libye, Irak, Ukraine, par procuration à travers les Européens. Mais la stratégie, c'est toujours la même, c'est de s'approprier ou déstabiliser des pays. Et puis ensuite mettre en place leurs infrastructures. En Irak, par exemple, les États-Unis ont construit une ambassade immense qui a coûté une somme colossale, je crois que ça dépasse le milliard, avec des souterrains, etc. Donc, ils ont leur réseau qui développe, et puis voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire si cette perte de valeur du dollar a impacté d'autres monnaies ? Est-ce que l'euro a perdu de sa valeur depuis qu'elle est émise ? Oui, alors justement, on dit que le dollar a perdu 99% de sa valeur depuis 1913, mais c'est aussi valable pour les autres monnaies. Parce qu'en fait, toutes les monnaies sont liées entre elles. Et aujourd'hui, c'est le Fonds monétaire international et la BRI qui contrôlent les monnaies, finalement, des banques centrales. Donc on peut dire aussi que, d'une certaine façon, le franc suisse, par exemple, depuis 1913, a perdu plus de 90% de sa valeur. Donc c'est valable pour toutes les autres monnaies, puisqu'ils ont mis en place ce système de banque centrale qui contrôle à travers le FMI, comme je disais, et la Banque des règlements internationaux. Donc oui, ils contrôlent l'intégralité du réseau de banques centrales. Donc mathématiquement, le dollar, la perte de pouvoir d'achat du dollar américain s'est répercutée sur les autres monnaies. Voilà. Alors vous militez, Ludovic Malo, pour un retour à une monnaie avec des pièces en or, en argent, en cuivre. Quels en seraient les avantages concrètement ? Alors l'idée, ce serait d'avoir un trimétallisme, or, argent, métal, pour répondre à tous les revenus et pouvoir préserver le capital. Donc, et surtout pouvoir vivre de ces économies, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Les gens pourraient, avec un retour du trimétallisme, on va dire, travailler moins et vivre sur leur rente. Exact. Ça serait tout à fait possible de travailler à peine 20 heures par semaine, voire 15 heures par semaine. C'est-à-dire que les gens seraient capables de vivre de leurs économies et donc ça aurait des conséquences très importantes. Et pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas le faire avec l'euro ? Ils ne peuvent pas le faire aujourd'hui parce qu'on est dans un système de monnaie frauduleuse où il y a une inflation et une hyperinflation constante qui oblige en fait les gens à dépenser leur argent parce que les taux d'intérêt sont volontairement et artificiellement bas, donc les gens ne peuvent pas créer un capital. Et ce qui crée la richesse, comme je le dis souvent, c'est la constitution d'un capital. Ce n'est pas la consommation. Et là, on parle de ce fameux économiste John Maynard Keynes qui a développé toute sa théorie fallacieuse et frauduleuse dans tout le réseau académique pour expliquer que ce qui fait la prospérité, c'est la consommation. Mais non, c'est pas la consommation, c'est l'épargne et la constitution d'un capital. Alors, basculer d'une monnaie comme le dollar ou l'euro à une monnaie en argent
or et cuivre, est-ce que c'est possible aujourd'hui en France? Certains disent que la quantité de ces métaux ne serait pas suffisante pour en faire une monnaie, de la monnaie. Oui, pour absorber en fait tous les besoins entre guillemets. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que plus de 95% de la masse monétaire qui est en circulation, c'est de la fausse monnaie. Donc elle doit être liquidée. Et il y a un point qui est très important. La plupart des gens, quand vous leur posez la question, vous leur parlez d'or, ils vont dire « Ah, mais il n'y a pas assez d'or ». En fait, n'importe quelle quantité d'argent métal ou d'or métal est suffisante pour faire retourner le système adossé à 100% aux métaux précieux, parce que c'est une fraction du stock disponible. Par contre, ce qui va changer, c'est que dans un système complètement adossé aux métaux précieux, les taux d'intérêt vont remonter de manière significative et les gens qui auront la possibilité d'avoir des prêts et pour développer des projets, des entreprises, etc., pourront le faire uniquement si c'est rentable. Et aujourd'hui, du fait des taux d'intérêt extrêmement bas, voire négatifs, il y a plein de sociétés qui développent des projets qui ne sont pas rentables. Les éoliennes, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres industries où normalement ces industries ne devraient pas exister parce qu'elles dilapident les ressources, parce que normalement elles ne devraient pas être rentables du fait du taux d'intérêt qui est favorable qu'il aurait octroyé, mais qui a une manipulation du taux d'intérêt. Et vous m'expliquiez en préparant cette émission qu'un retour à une monnaie or et argent ne relevait pas du tout du délire et que, en coulisses, dans certains États, des chefs d'État et de gouvernement y pensent. Oui, alors effectivement, il y a aussi le cuivre. Donc le point important aussi, c'est que ce trimétallisme répond à tous les niveaux de revenus. Donc des gens qui ont des hauts revenus, des gens qui ont des revenus moyens et des gens qui n'ont pas beaucoup de revenus, mais ça leur permet, par exemple en cuivre, de pouvoir mettre de côté leurs économies et de pouvoir constituer aussi un capital. Et le point très important à retenir, c'est dans un système monétaire complètement adossé aux métaux précieux, l'ascenseur social va revenir. C'est qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de faire fortune, grossièrement, de réussir dans une entreprise X, Y, Z. Pourquoi ? Parce que le système est favorable aux grosses entreprises et aux multinationales qui peuvent avoir des liquidités facilement, des fausses liquidités d'ailleurs. En revanche, les entrepreneurs, les personnes qui veulent créer des choses ont beaucoup de difficultés à obtenir des prêts, ne serait-ce que des prêts bancaires. La plupart des banques ne vont pas prêter de l'argent à des entrepreneurs, tout ça. Donc, une fois qu'on rebasculera sur un système trimétallique, l'ascenseur social va revenir en force. Est-ce que vous connaissez, ça va développer vraiment l'économie. Ludovic Malot, des États qui aujourd'hui travaillent à un retour au trimétallisme? Alors moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses. Je sais aussi qu'il y a eu des tentatives de mettre en place un nouveau système monétaire adossé à l'or et à l'argent métal. Et la dernière fois que ça s'est passé, c'est arrivé le 11 septembre 2001, oui, voilà. Alors, cette monnaie qui représenterait donc une valeur en elle-même, est-ce que vous n'avez pas peur que certaines personnes veuillent contrôler la rareté pour manipuler le prix? Parce que il y aura toujours des gens qui voudront s'accaparer, quoi, cette matière noble. Alors, en fait, la production métallique, que ce soit l'or, l'argent, le cuivre et d'autres métaux, elle est extraite dans de nombreux pays dans le monde, donc il y a beaucoup de producteurs. Donc c'est la loi de l'offre et la demande, et ça ne poserait pas de problème particulier. Alors, ça c'est un sujet qu'on a souvent abordé sur Politique et Économie, le fait d'un krach bancaire. L'Union européenne a affirmé que dans un tel cas, l'épargne des Européens serait protégée. Qu'est-ce que vous en pensez, Ludovic Malot? Alors, c'est une imposture. C'est une imposture. Pourquoi ? Parce que les banques n'ont aucun capitaux propre.
strictement aucun capitaux propres. Il était question de cette somme de 100 000 euros. Oui, effectivement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Oui. C'est issu d'une directive européenne, c'est très réel. Oui, c'est censé protéger les déposants. En fait, à hauteur de 100 000 euros. À hauteur de 100 000 euros, mais c'est une imposture. Ça n'arrivera pas. Parce que la garantie, elle est de combien en fait? On met combien pour garantir ces fonds? C'est surtout que ces fonds, ils viendraient d'où? Il n'y a pas de fonds disponibles pour couvrir ces garanties, parce que les banques n'ont pas de capitaux propres. Donc l'argent, il va venir d'où? Je dirais que ce serait peut-être les 1000 premiers clients qui vont bénéficier de ça, et tout le reste. Donc c'est ce plafond, enfin cette garantie de 100 000 euros est une imposture. C'est juste, faut oublier. Il n'y a pas de garantie. Donc ça concernera, on y viendra plus tard, le livret A. On en parle beaucoup du livret A, notamment dans le cadre de la guerre en Ukraine. Ça concerne aussi les assurances vie. Oui. Donc vous incitez aujourd'hui les Français, Ludovic Malot, à se débancariser. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste, se débancariser? Alors, se débancariser, ça veut dire sortir livret A, assurance vie, sortir ça sur un compte, et une fois que vous avez ça sur le compte bancaire, le mettre en physique. Alors c'est-à-dire un compte hors de l'Union européenne? Non, pas nécessairement. D'abord, si vous habitez en France, sur un compte bancaire, et puis une fois que vous avez l'argent, il faut sortir l'argent. Alors, quoi faire de cet argent? Plusieurs choses. Vous conseillez aux gens d'aller à leur banque et de sortir avec une mallette avec tous les billets à l'intérieur? Non, c'est pas ce que je conseille. Je conseille aux gens qui ont suffisamment de capital d'acheter de leur physique. Ceux qui ont moins de capital d'acheter par exemple de l'argent métal. Ensuite, ce que les gens peuvent faire, c'est acheter de l'immobilier pas cher plutôt à la campagne, parce que je disais la dernière fois qu'il y a un enjeu au niveau de l'autonomie alimentaire, ça c'est important. Et puis il y a aussi un autre point que des gens assez avertis pourraient faire, c'est prêter de l'argent à des jeunes, des startups qui ont des projets innovants et qui ont un avenir. Et ça sera aussi un moyen d'investir en peer-to-peer, c'est-à-dire de personne à personne, un prêteur et un emprunteur. Donc ça, d'ailleurs, ce serait un modèle qu'il faudrait développer à l'avenir. À ma connaissance, il n'y a pas grand-chose qui se passe là, sur ce point-là. C'est qu'il y a des sociétés qui se mettent en place, qui mettent en contact un prêteur et un entrepreneur, pour qu'il y ait un lien direct et qu'il n'y ait pas d'intermédiaire, qu'il n'y ait pas de banque en fait. Quand vous dites les Français doivent acheter de l'or, c'est-à-dire qu'ils doivent aller dans un magasin, retirer l'or et partir chez eux avec l'or dans une valise, ou alors est-ce que c'est s'adresser à des sociétés, à l'étranger? Comment on s'y prend concrètement? Alors, il n'y a pas 15 000 solutions. Soit on peut acheter de l'or en France. Moi, je déconseille... je conseille pas nécessairement de l'acheter en France, sachant qu'il y a une directive européenne qui normalement oblige les gens à déclarer si ils sont détenteurs de métaux non ferreux. Donc normalement, si vous avez des métaux ferreux, non ferreux en France, vous êtes censé les déclarer. Donc moi, je conseille plutôt d'acheter de l'or ou de l'argent métal. Bon, surtout l'or en Suisse. En Suisse, on peut s'en procurer très facilement. Et puis, donc, c'est pas compliqué. Voilà. En Suisse, on peut acheter de l'or sans aucun problème. Il faut simplement... il y a certaines... au niveau légal, il y a un formulaire à remplir qui n'est pas remis aux autorités, mais la société qui vend l'or doit demander ce formulaire. Et puis une carte d'identité, c'est tout, pour remplir les conditions légales. Mais c'est très facile. Quand vous dites, Ludovic Malot, qu'il faut vider son livret A ou son assurance vie, qu'est-ce qu'on risque si on ne le fait pas?
Et ben, en fait, ce qui va se passer, c'est que là, on approche une crise sans précédent. On va parler après de choses. Ouais, mais on nous l'annonce depuis 10 ans. Depuis que le 2008 s'est calmé, en fait, on nous annonce The Big One. Ouais, mais en 1929 aussi. Les gens, avant 1929, tout allait bien et puis tout se passait bien. Et là, vous nous annoncez quelque chose dont personne n'a souvenir, qui n'est jamais arrivé. Oui, mais ça veut... Par l'ampleur de sa force. Oui, mais ça ne veut pas dire que ça ne veut pas arriver. C'est pas parce qu'on ne l'a pas expérimenté, mais nos arrière-grands-parents et nos ancêtres l'ont expérimenté. La crise de 29 est une crise extrêmement sévère. Là, ce qui arrive, puisqu'on a une économie qui est totalement mondialisée, beaucoup plus que dans les années 30, ça va être une crise qui va être 1000 fois pire que 1929, avec une déflation anticipée qui risque de durer longtemps. Donc là, on va vers quelque chose de très sérieux. Donc concrètement, parce que vous me parlez du livret A et puis des assurances vie, donc c'est clair, c'est soit vous touchez pas et puis le risque de tout perdre, il est énorme. Aujourd'hui, il est vraiment énorme. Hein. On en parlera après. Pourquoi ? Parce qu'il y a un sous-jacent pour confisquer la propriété. Mais c'est clair, il faut sortir le livret A. Il faut sortir tout l'argent que vous avez placé. Cet argent, il est où ? Il n'est pas sur un compte bancaire ou dans un coffre. Non, non, il est placé sur les marchés financiers. D'accord ? Dans les produits dérivés, dans plein de choses. En fait, c'est tout un... Oui, la banque se permet de manipuler des fonds que vous lui avez déposés, et d'ailleurs, ceux sans votre consentement. Bien sûr. Bien sûr, et tous ces fonds sont sur les marchés financiers. Donc une fois que la vague elle va tomber, mais tous les gens vont perdre complètement leur épargne. Et ça, il faut en être conscient. Alors il y a beaucoup de gens qui disent ben non, ça ne risque pas d'arriver, ou il y a des gens qui rêvent. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ne vont rien toucher. Mais voilà, ils comprendront leur douleur. Hein. Cette fois, c'est l'ensemble de vos biens ou de ce que vous pensiez être vos biens qui sera pris. C'est la prophétie de David Rogers-Webb. On en parle dans la seconde partie. À tout de suite. On continue notre entretien avec Ludovic Malot. Ludovic Malot, le cœur nucléaire de la prospérité, dites-vous, réside dans l'épargne et les taux d'intérêt. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, ce qui crée de la prospérité, c'est pas la consommation. C'est pas la dilapidation des ressources, c'est la constitution d'un capital. On ne peut pas créer de la prospérité si on n'est pas capable de construire un capital. Et aujourd'hui, le vrai problème, c'est que tout est fait pour empêcher la construction d'un capital. Il faut dilapider, il faut dépenser. Voilà, il faut s'endetter. Voilà, exactement. Donc en faisant en sorte que les gens dépensent tout le temps. C'est le marketing, quoi. Alors c'est plus que du marketing, c'est une économie qui est basée sur l'obsolescence programmée. Donc c'est un peu comme un hamster dans une roue qui tourne. Fuite en avant. Ouais. Voilà. Donc il est incapable de se reposer parce qu'il passe son temps à travailler. Travailler pourquoi ? Pour renouveler constamment des produits qui sont faits pour durer un temps. Donc ça permet aux gens de maintenir les gens occupés. Ils travaillent 40 heures par semaine. Avec leur smartphone, ils travaillent 40 heures par semaine. Ils n'ont pas le temps de penser à d'autres choses, d'autres sujets qui sont très importants ou des choses personnelles. Détourner l'attention. Voilà, détourner l'attention. Donc en fait, les gens ont toujours la tête dans le guidon, comme je dis. Ils sont occupés avec leur travail et puis ils peuvent pas épargner. Les taux d'intérêt sont artificiellement très très bas, voire négatifs maintenant. Ça empêche la constitution d'un capital, ça empêche de prévoir des projets sur l'avenir, et puis surtout ça rend les gens dépendants économiquement et financièrement du système. Alors, ce système, justement, économique dans lequel nous vivons, il a été largement inspiré par un homme, l'économiste britannique John Maynard Keynes. Vous vouliez dire un mot sur cet homme ? Oui. Alors, John Maynard Keynes, il est connu parce qu'il y a
plein d'ouvrages dans les bibliothèques. On nous bassine avec ça en filière économique au lycée. Exact. Donc le problème, c'est que c'est un homme, c'est un charlatan en réalité. C'est un économiste, c'est le pire économiste qui ait pu y avoir ces 50, 60 dernières années. Était-il vraiment économiste ? Alors justement, Saifedean Ammous qui a écrit l'étalon Bitcoin. Saifedean Ammous est un économiste très brillant et il a investigué un peu plus par rapport à John Maynard Keynes et il se trouve que c'est un statisticien raté qui n'a pas vraiment de formation économique en réalité. Donc ça, il faut aller vérifier, mais il a clairement avancé des points par rapport à ça. Et en plus, ce qui a été découvert, c'est que c'était un pédocriminel et qui allait au Maroc. Donc voilà, faut que les gens dans le milieu académique, les profs, réalisent qui était John Maynard Keynes. Voilà. Comment ces travaux pèsent-ils encore aujourd'hui sur notre économie occidentale ? Partout. Toute sa pensée économique pollue la société, pollue les esprits et a encombré nos neurones. Ce qui fait que la plupart des gens pensent que l'État, c'est celui qui va résoudre tous les problèmes. La main invisible. Voilà. En pensant que en menant des politiques de relance économique, ça va apporter plus de prospérité. Dormez, braves gens, on s'occupe de tout. Voilà, c'est une pure illusion. Illusion. Le keynésianisme, tel qu'on l'appelle, est en fait un modèle d'anti-prospérité qui conduit les gens à la ruine, grossièrement, à la paupérisation de la population, impossibilité de construire un capital, chute du pouvoir d'achat, ensuite toute une armada d'aides étatiques qui sont développées, le SMIC, tout ça. En fait, je vous explique, le SMIC ne devrait même pas exister, en fait. Parce que le SMIC est une réponse étatique à une confiscation monétaire à travers la fausse monnaie et un système frauduleux. Alors, vous nous dites aussi que ce Saifedean Ammous, donc, que vous avez évoqué à l'instant, professeur américain d'économie spécialisé en crypto-monnaie, vous êtes inspiré de son ouvrage qui s'appelle L'étalon Bitcoin. Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement ce que nos téléspectateurs peuvent penser de cette monnaie, le Bitcoin? Alors le Bitcoin, il y a beaucoup de fondamentalistes bitcoiners, comme on les appelle. Quasiment une religion. Oui, quasiment une religion. Donc ils sont très agressifs. Et en fait, beaucoup d'entre eux ont investi très tôt et ont acheté des bitcoins pas chers du tout, peut-être à $200, voire moins. Et donc, ils ne croient que en bitcoin. Et le problème, c'est que moi, je le dis, déjà, il faut... Saifedean Ammous, c'est un très bon économiste. Le problème, c'est qu'il ne comprend pas les métaux précieux. Donc, j'ai eu l'occasion de l'interviewer, d'ailleurs, puisque j'ai un podcast qui s'appelle France Liberté. Je l'ai interviewé sur le sujet et je l'ai un petit peu agacé sur les métaux précieux parce que je me suis rendu compte qu'il ne maîtrisait pas le sujet. Où il ne comprend pas l'intérêt des métaux précieux. Parce que la crypto-monnaie repose sur quoi ? Justement, sur rien. Ouais. Alors, vous avez c'est le minage. Oui, mais les fondamentalistes bitcoiners vont vous dire que si, c'est le minage, c'est le proof of work, etc. En fait, on ne comprend rien à tout ça, parce qu'ils parlent dans un jargon en fait, qui leur est propre, qui est nouveau, et ils ont complètement oublié d'expliquer aux gens ce que ça veut dire. Quoi. En fait, le proof of work, c'est des validations qui sont faites déjà, avec on parle en France, on parle français. C'est des validations qui sont faites avec un algorithme. Donc le Bitcoin, en fait, utilise de l'énergie. Le problème, c'est que ça ne conserve pas la valeur. Contrairement à des fonds qui sont employés pour l'extraction des métaux, ça permet d'obtenir des métaux, de l'or, de l'argent, du zinc, du cuivre, plein de métaux. Bref, ces métaux sont là. C'est-à-dire qu'il y a une valeur. Elle est là, elle est tangible. Les métaux, ils sont là. D'accord ? Le Bitcoin, il absorbe plein d'énergie. Ça prend énormément de temps. Il y a des proof of work et tout ça. Mais vous obtenez quoi ? Il n'y a rien derrière. C'est du vent. C'est un algorithme, c'est un code. Le code, il est peut-être déjà craqué, mais craqué par qui ? Peut-être la NSA, on n'en sait rien. Qui a poussé le Bitcoin ? C'est Binance. Binance, ils sont où ? Ils sont aux Maldives ? Ils sont incorporés où ? On ne sait pas. La cabale financière qui contrôle le système, comment ça se fait qu'elle a autorisé le Bitcoin ?
C'est quand même Binance qui était derrière. On ne connaît officiellement pas le créateur du Bitcoin. Non, il est censé être japonais, mais enfin, c'est un peu large. Il sort de nulle part. Donc moi, je dis que le Bitcoin, on ne sait pas d'où ça vient. Sur le principe, c'est décentralisé, donc il y a certaines garanties, mais on n'en sait rien. Est-ce qu'un ordinateur quantique va faire sauter le code du Bitcoin ? Est-ce que ce code est déjà craqué par la NSA ? Est-ce qu'ils attendent qu'il y ait un market cap qui soit suffisamment important pour ensuite craquer le code et s'approprier l'intégralité des jetons ? Mais c'est tout à fait possible. En fait, on n'en sait rien. On n'en sait rien du tout. Moi, franchement, je ne suis pas contre le Bitcoin. Ça peut être un moyen de faire des opérations. Oui, de faire des opérations, de diversifier sur un portefeuille. Je ne suis pas contre le Bitcoin. Mais attention, qu'est-ce qu'il y a réellement derrière le Bitcoin ? Moi, j'ai des gros doutes. Revenons sur le sujet des banques centrales. Question bateau, leurs objectifs, quels sont-ils ? Alors, le rôle des banques centrales, en fait, je vous explique, les banques centrales n'ont pas de raison d'être, en réalité. Une société pourrait vivre sans. Ouais, tout à fait. Les banques centrales... C'est ce qui est arrivé d'ailleurs pendant la majorité de l'histoire de l'humanité. Exactement. On n'en avait pas et ça allait très bien. Je crois que la première est suédoise, n'est-ce pas ? Je sais plus... là, vous me coincez. Je ne sais pas exactement. Je crois ça de source sûre. Ah, ok. Alors, je vous fais confiance. Alors, en fait, effectivement, les banques centrales, on n'en a pas besoin. Pourquoi ils ont mis en place des banques centrales ? C'était justement pour agir comme sauveur en dernier ressort en cas d'effondrement du système ou de banque d'importance systémique. C'est vrai qu'on n'a jamais eu de crack depuis. Voilà. Et du coup, les banques centrales sont faites pour en fait sauver et maintenir à flot un système de fausse monnaie. Un système frauduleux, de monnaie fiduciaire qui est frauduleuse. Donc c'est à travers ce réseau de banques centrales, et je le disais, le Fonds monétaire international et la BRI notamment, la Banque mondiale et d'autres organismes en constellation, qui contrôlent ce système. Donc pour faire short, sur l'expression anglaise, les banques centrales n'ont qu'une vocation, c'est de maintenir un système monétaire frauduleux et de... sauver des banques d'importance systémique au cas où. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Les Lehman Brothers, ils ont sauvé les Lehman Brothers. Elles ont sauvé les Lehman Brothers, les banques centrales. Pas tout le temps. La SVB, le Crédit Suisse, tout ça, ils n'ont pas été aidés. Non, parce que ces banques-là, en fait, ils devaient s'en débarrasser. Le Crédit Suisse devait dégager. Il n'était pas sur la liste des banques qui étaient sélectionnées pour ce qu'ils sont en train de préparer à l'avenir. Donc il y a un certain nombre de banques qui sont en train d'écarter, démanteler en fait, démembrer. Et donc voilà. Donc il faut savoir que les banques centrales, on peut s'en passer. Et aujourd'hui, les banques centrales agissent contre l'intérêt public. Ça, il faut s'en souvenir. J'ai parlé à de nombreuses reprises, notamment dans mon livre, de la Banque nationale suisse et ce qu'elle a fait en joignant le Fonds monétaire international, le fait qu'elle s'est exposée de manière considérable en devises. On suspecte qu'elle utilise le trafic des paiements pour acheter des titres. Donc c'est très très grave ce qui se passe. Une phrase que j'ai relevée dans vos travaux, Ludovic Malo, la voici: une monnaie comme l'euro pousse mécaniquement la société dans un état-providence et dans le terreau socialo-communiste. Oui, alors... Ça fait un peu rétro de parler de socialo-communisme. Il est encore là, le socialo-communisme ? Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la fausse monnaie créée est basée sur la dette, d'accord ? Et en créant de la dette, on crée de l'inflation. On empêche les gens de mettre de l'épargne, de créer de l'épargne, de constituer un capital. Donc c'est un cercle vicieux. Ce cercle vicieux est conduit à la confiscation et à la redistribution à des pays périphériques, notamment. Donc il y a plein de pays qui ont rejoint l'Union européenne, qui étaient fauchés, entre guillemets, à qui on a donné beaucoup d'argent, c'est-à-dire l'argent de nos impôts, de notre travail. Et
L'Irlande, la Pologne, la Bulgarie, la Roumanie. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, ce système a profité au système bancaire et aux banques. Je vous l'avais expliqué la dernière fois, que l'euro, il sert avant tout aux banques et au système monétaire. Et ça leur permet de développer des prêts et d'être une manne pour pouvoir faire de l'argent en permanence, s'approprier des biens, des actifs, du foncier, etc. Donc, en fait, ce cercle vicieux conduit à l'inflation, à une paupérisation de la population, chute du pouvoir d'achat. Donc le pouvoir d'achat s'est complètement effondré depuis la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, il y a 2 personnes qui travaillent et puis beaucoup de familles en France qui n'arrivent pas à joindre les 2 bouts. Donc l'idée, en fait, ça crée une dépendance économique et financière qui pousse les gens dans les aides sociales diverses et variées. Ça est en train de pousser vers un revenu universel. Je pense que vous avez entendu parler. De plus en plus, revenu universel, on se demande ce que c'est. Donc en fait, l'idée, c'est à la base, l'objectif, c'est de détruire la responsabilité individuelle et l'autonomie. L'autonomie économique et financière. Parce que quand vous êtes complètement dépendant économiquement et financièrement, à ce moment-là, on peut vous manipuler, on peut vous diriger où vous voulez, vous n'êtes plus maître de votre vie. Alors une notion qui revient aussi dans vos travaux, c'est celle de monnaie fondante. Quel est ce concept? C'est nouveau? Oui, alors c'est de la monnaie en chocolat. Donc ça fond dans les doigts. Et du coup, si vous ne l'utilisez pas, c'est comme une date de péremption en fait. Donc vous avez des avoirs sur un compte, typiquement numérique, parce que là, ils cherchent à imposer un euro numérique. Et puis, si vous n'utilisez pas vos avoirs dans une certaine fenêtre de temps, eh bien, soit ça va disparaître, soit ça va être réduit. Donc c'est le concept de dépense obligatoire. Oui, voilà. En fait, même vos fonds pourraient disparaître. Admettons que vous êtes un résistant et puis vous contestez le système, eh ben, on va vous couper le robinet. Vous ne pourrez pas acheter certaines choses. Donc c'est le summum, la monnaie fondante est le summum de la tyrannie. Il n'y a plus de droit de propriété, il n'y a plus rien. Vous avez un État totalement tyrannique, communiste, mais qui en parle de cette monnaie fondante? On en parle à la BCE? Alors, avec il y a des économistes, l'idée de l'euro numérique, d'un revenu universel? Ouais, alors il y a des économistes qui en parlent. Ils en parlent. Moi, je trouve ça... en fait, ils sont en train de préparer les esprits, c'est toujours pareil. En fait, ils parlent de certains concepts, toujours, dans les médias, à droite, à gauche, et pour préparer les esprits. C'est comme Macron, là, qui est en train de dire maintenant, en train de lorgner sur l'épargne. Et voilà, parce qu'ils sont en train de préparer un sale coup. Alors pour vous, la sortie de la France du système de monnaie unique de l'euro est un impératif. Quels seraient donc les avantages, inconvénients d'une décision comme ça? Alors il n'y a que des avantages. Parce que grossièrement, c'est... Alors on va vous dire, je vous coupe tout de suite, on va vous dire, ah mais la dette, la dette va augmenter, ce que vous avez en compte en banque, ça va fondre comme neige au soleil. Alors, la dette, elle est frauduleuse, elle doit être annulée, je l'ai dit. Oui, mais alors ça, vous allez choquer tout le monde. Bah oui, je choque tout le monde. Ça veut dire que ce que vous avez dans votre matelas ne vaudra plus rien, alors. Oui. Non, mais je dis la vérité, c'est que la dette doit être annulée parce qu'elle est frauduleuse, d'accord? C'est de la fausse monnaie. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont le dire, ça. Mais on a tous de la fausse monnaie, alors on est tous infectés par ce mal, quoi. On est tous infectés par ce mal, mais vaut mieux avoir peu de monnaie avec un fort pouvoir d'achat que beaucoup de monnaie qui ne vaut rien. Vous comprenez la logique? Donc si on retourne aux métaux précieux, or, argent, cuivre, 95% de la dette va être liquidée. Et donc on pourra par exemple louer un appartement pour peut-être 100 francs français adossé à l'or ou à l'argent. Ça va coûter peut-être 100 francs par mois. La baguette de pain, elle coûtera peut-être 5 ou 10 centimes, vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait... tous les prix vont considérablement baisser. Alors, par rapport à la question que vous me posiez... Avantages, inconvénients d'une sortie. Oui, alors les avantages, il n'y a que des avantages. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est si on ne sort pas de l'euro, et ce n'est pas dans 3 mois, ce n'est pas dans 6 mois, c'est maintenant. Maintenant, parce que c'est ça... Ouais, mais personne n'en veut, quoi. Oui, mais c'est ça. Oui, mais c'est ça ou la ruine. C'est ça, la ruine, l'asservissement ou la privation. Parce qu'ils sont en train de préparer un gros coup, là. Qui, il?
Alors justement, la cabale financière qui contrôle le système a bien préparé son truc et ça fait plus de 20 ans qu'ils travaillent dessus. Et là, on arrive à l'aboutissement de ce plan Machiavelli. Arrivons à cet ouvrage, The Great Taking, de l'américain David Rogers Webb. L'auteur a cette phrase: « Nous sommes aux prises avec le plus grand mal auquel l'humanité ait jamais été confrontée. Cette fois, c'est l'ensemble de vos biens ou de ce que vous pensiez être vos biens qui sera pris. Les biens personnels et immobiliers privés financés par une dette seront saisis. » Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe dans la tête de David Rogers Webb ? Alors, déjà, il cite une citation dans son PDF qui est en libre accès, que les téléspectateurs... Qu'on mettra, et que je conseille tous les téléspectateurs qui nous regardent à lire ce PDF de 70 pages. Ne jamais tenter de gagner par la force ce qui peut être gagné par la tromperie. Donc ça, c'est Machiavel. Donc c'est la colonne vertébrale du système qu'ils ont mis en place. Avant, depuis plus de 4 siècles, dans toutes les juridictions du monde, les titres étaient considérés comme des biens personnels. D'accord ? Les titres, c'est des instruments financiers négociables. Donc c'est des actions, c'est des obligations, c'est des titres de créance, bref, toutes sortes de produits financiers. Ça a toujours été considéré comme des biens personnels. Ce n'est plus le cas. Comment ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Le droit de propriété a disparu. Alors, depuis 20 ans, il y a cette cabale financière qui a préparé son coup. C'est-à-dire que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, une dette qui ne cesse de grossir avec une bulle qui va éclater, c'est une opération intelligente. Une opération intelligente. Cette dette ne concerne que les pays occidentaux. Le reste des autres pays, ils se portent plutôt beaucoup moins mal que nous. Non, ça concerne tous les pays du monde, grossièrement, parce que tous les pays du monde sont endettés. Donc, cette opération intelligente a consisté à, tout d'abord, dématérialiser tous les titres. D'accord ? Qui a travaillé dessus ? C'est un agent de la CIA qui s'appelle William Bill Dancer Jr., qui a été en charge du projet et qui a travaillé sur le code commercial uniforme aux États-Unis, l'UCC, et qui a en fait travaillé sur ce projet dans les 50 États américains pour dématérialiser les titres. Une fois qu'ils ont fait ça, ils ont dupliqué ce nouveau statut des titres dans toutes les autres juridictions du monde, et c'est comme ça qu'ils ont pu mettre en place cette dématérialisation. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'était de inventer un concept juridique de droit de garantie. Un concept de droit de garantie, grossièrement, qui permet à des créanciers garantis en cas d'insolvabilité des intermédiaires auxquels vous avez contracté des titres, de pouvoir récupérer en fait les titres. Donc, je vous fais court. Je vous donne un exemple, l'exemple qui est donné dans l'ouvrage. Si vous voulez acheter une voiture, vous allez auprès d'un concessionnaire, vous achetez la voiture, même si vous l'achetez comptant, le concessionnaire, par cette construction juridique, peut utiliser la vente de votre voiture comme son actif à lui et l'utiliser en droit de garantie sur des opérations à son compte propre. Donc, c'est-à-dire en fait, ça veut dire que le concessionnaire considère votre voiture comme la sienne à travers cette construction juridique. Malgré le fait que vous lui avez donné de l'argent pour l'acheter. Oui, exact. Et du coup, là, dans le cadre des titres, parce que c'est un exemple que je vous donne par rapport à la voiture, mais c'est dans le cadre des titres, c'est-à-dire que vous pensez être propriétaire de vos titres et en fait, vous ne l'êtes pas parce que vos titres sont groupés aussi dans des pools et ils sont utilisés comme droit de garantie sur les marchés dérivés. Et il y a un créancier garanti, ceux qui sont en haut de la pyramide, et donc c'est
cette pyramide frauduleuse et financière où ils vont pouvoir en fait s'approprier tous les titres à partir du moment où il y aura une insolvabilité des intermédiaires auxquels vous avez contracté les titres. Donc c'est pas votre propre insolvabilité, mais l'insolvabilité d'intermédiaires qui sont au milieu entre ceux qui sont créanciers. C'est l'insolvabilité des banques, alors? Alors, c'est pas seulement oui, c'est ça peut être tout type d'intermédiaires financiers auxquels vous avez contracté, où vous avez des titres, obligations, actions, tout type de produits financiers négociables. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils vont être saisis une fois qu'il y aura un défaut de paiement, que le système va s'effondrer, chose qu'ils cherchent à faire, parce que là, ils sont en train de créer une gigantesque bulle de dette, et ils vont faire éclater la bulle, et ça va leur permettre de s'approprier tous les titres dématérialisés. Donc ça a été validé en 2006 dans la loi de la Convention de La Haye sur l'incertitude juridique des titres transfrontaliers. Donc c'est dans le marbre, et ça a été confirmé dans les textes au niveau européen. Le texte, il est là, notamment, il y a plusieurs lois. Comment s'appelle ce document? Regulation 909-2014, the European Parliament of the Council, improving security settlement in the European Union and on central securities depositories. Donc en fait, il y a des centres qui sont chargés de stocker en fait les titres de manière groupée. Et là-dedans, on trouve Clearstream principalement et Euroclear. Donc voilà, c'est tout expliqué en détail dans le PDF. Donc voilà, c'est quelque chose, en fait, moi, il me manquait une pièce du Pulse. Parce qu'on entendait parler de cette grande confiscation qui allait arriver, et Schwab qui dit en 2030 vous n'aurez plus rien mais vous serez heureux, j'avais du mal à comprendre. Et en fait, c'est la pièce du Pulse qui me manquait. Donc j'ai mis la main grâce à David Rogers-Webb qui a fait ce travail de recherche sur le sous-jacent juridique de cette grande confiscation. Quand ils vont faire éclater la dette, tout le monde va être ruiné. Alors qui va être ruiné? Tous les gens qui ont des titres financiers, des instruments financiers négociables, et tous ceux qui sont porteurs de titres, et tous ceux qui ont des dettes. Voilà, c'est les personnes qui vont le souffrir le plus. L'auteur David Rogers-Webb a cette question: où se cacheront-ils lorsqu'ils détiendront tous les biens, lorsqu'ils auront porté atteinte à l'ensemble de l'humanité et que des milliards de personnes se réveilleront dans la souffrance? Comment les masses vont réagir? Comment les Français vont réagir? Ça va être épouvantable si ça se passe comme ça, vous imaginez? Oui, le président Macron va terminer comme Ceausescu, quoi. Alors, déjà, avec plus de 40 qualifications pénales sur le dos, je pense que M. Macron a un peu de soucis à se faire. Donc, on va voir comment ça va se passer. Je dis en fait que... C'est-à-dire des qualifications pénales? Beaucoup de qualifications pénales. Je veux dire, déjà... Vous voulez parler de trahison, de choses comme ça? Trahison, constitution d'un conseil de défense illégal, 40 000 morts suite au Covid, l'envoi de brigades dans les EHPAD pour rivotriliser tout le monde. Attentat de Notre-Dame, évidemment... on se demande ce qu'il y a derrière. Non, je pense que c'est hors de contrôle. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que le faire sortir de l'Élysée, en réalité. Parce que si on ne le fait pas maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Là, on craint pour les JO, on pense qu'il va y avoir un attentat, ils vont en train de préparer un truc. Donc, il va y avoir un effet de sidération. Donc, c'est très inquiétant ce qui se passe. Et je pense qu'il faut Vous vraiment... pensez, comme Olivier Delamarche, que quelque chose va se passer qui empêcherait la tenue de ces JO ou qui, au cours de ces JO, provoquerait un effet de sidération sur la population? Exact. J'avais parlé de la stratégie classique problème, réaction, solution. Problème, ils vont créer un problème. Ils vont créer un attentat. Là, on voit qu'ils cherchent à créer un conflit avec la Russie
de grande ampleur. Ils veulent provoquer la Russie, donc ils vont créer quelque chose. Et tout ça s'imbrique avec le système monétaire et financier. Donc on ne sait pas exactement ce qui va se passer d'ici la fin de l'année. Il y a la réélection de Trump. Mais bon, il y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses. Et comme je vous disais tout à l'heure, je n'ai pas eu l'occasion d'en discuter trop, mais il y a eu déjà des tentatives dans le passé de changer le système monétaire et bancaire, retourner à des métaux précieux. Et là, en date, la dernière fois que j'ai eu connaissance de ça, c'était lors des attentats du 11 septembre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes recherches et j'ai écrit mon livre. L'ouvrage dont on avait parlé la dernière fois s'appelle toujours « Le suicide monétaire », à retrouver sur la boutique de TV Liberté. Merci à vous, Ludovic Malo. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.